Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on ne va pas s'attaquer à un roman entier, non, on va faire quelque chose de plus chirurgical. On va plonger ensemble au cœur d'un texte d'une densité et d'une puissance incroyable. Un seul et unique chapitre, mais quel chapitre, d'un des chefs-d'œuvre de Victor Hugo. Alors préparez-vous, on va disséquer la mécanique de l'émotion et de l'argumentation. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez, ce chapitre est entièrement construit, architecturé même, sur une opposition fondamentale. Une antithèse qui va structurer chaque ligne, ce contraste absolument saisissant entre deux hommes. Et ils sont dans la même ville, au même moment, respirent le même air, mais leurs vies sont séparées par un abîme que Hugo va nous forcer à regarder en face. Alors, on va explorer ensemble ce gouffre qui sépare le condamné à mort du roi. Et attention, cette comparaison, ce n'est pas juste une idée qui lui passe par la tête, non. C'est une véritable obsession qui ronge les derniers instants du narrateur. Pour lui, c'est une façon de prendre la mesure de l'absurdité totale de son destin. Et pour Hugo, bien sûr, c'est le cœur même de son plaidoyer contre la peine capitale. Remarquez ici l'intelligence de la construction de Hugo. Le narrateur commence sa réflexion par un parallèle presque déroutant. Il se compare au roi. Ils sont tous les deux isolés, gardés, uniques dans la société. C'est une ressemblance en surface, bien sûr. Une sorte d'amorce, un hameçon, si vous voulez, qui ne sert qu'à rendre la différence qui va suivre encore plus brutale. Et là, bam, c'est le point de rupture. Cette fragile ressemblance de départ est immédiatement pulvérisée par une antithèse d'une violence inouïe. Aussi haut que tu es bas. Ce n'est pas juste une différence de statut social, vous comprenez? C'est un fossé métaphysique, un gouffre infranchissable qui devient la source même de sa torture psychologique. Regardez bien la vision complètement idéalisée que le narrateur projette sur la vie du roi. C'est un fantasme, un monde de plaisir pur, de puissance absolue qu'il imagine. Une existence faite de gloire, de délices, d'enivrement. En fait, il construit mentalement tout ce qui lui est, à lui, refusé de la manière la plus violente et définitive qui soit. Chaque petit détail de cette vie de rêve est un coup de poignard qui lui rappelle sa propre misère. Et pour rendre cette opposition encore plus concrète, plus visuelle, Hugo utilise un symbole absolument génial. Leurs moyens de transport. Ce ne sont pas juste des véhicules, ce sont des symboles surpuissants. D'un côté la charrette, sordide, le véhicule de l'infamie qui le conduit à la mort. Et de l'autre, le carrosse royal, l'emblème même du pouvoir, de la liberté, d'un statut quasi divin. Deux véhicules, deux trajectoires, deux destins qui incarnent les extrêmes de la condition humaine. Allez, maintenant qu'on a vu la comparaison, on va faire un pas de plus. On va passer de la comparaison à l'immersion totale. Voyons comment Hugo nous plonge littéralement dans le tourment psychologique du prisonnier, dans cette spirale infernale. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette pensée n'est pas passagère. Pas du tout. Hugo la décrit comme une véritable torture, une voix intérieure qu'il est impossible de faire taire. L'expression « j'ai beau faire » souligne son impuissance totale face à cette idée qui revient, encore et encore, implacable. C'est un supplice mental qui s'ajoute au supplice physique qui l'attend. Et toute cette angoisse, toute cette méditation sur le pouvoir, la vie, la mort, va se cristalliser, se condenser en une chose toute petite, presque dérisoire. Un simple chiffre. Un chiffre qui, pour le condamné, devient presque mystique, parce qu'il représente le pouvoir absolu du roi. Ce chiffre, c'est le 7. Et voilà, on est vraiment au cœur de l'argumentation. Le pouvoir immense, presque désinvolte, du roi est réduit à sa plus simple expression. La survie d'un homme ne tient qu'à un geste trivial, presque anodin, vous imaginez? Une signature. Cette petite lettre tracée sur un bout de papier et le destin serait inversé. C'est tout le caractère arbitraire du pouvoir de la grâce qui est exposé ici, rendu presque abstrait et donc encore plus cruel. Alors, la question vraiment fascinante pour nous, c'est comment il fait ça? Comment Hugo arrive à nous mettre dans cet état, à fabriquer une expérience émotionnelle aussi intense? Eh bien, on va ouvrir sa boîte à outils. On va jeter un œil à son arsenal rhétorique qu'il déploie avec une précision d'horloger. Petit point de vocabulaire essentiel pour comprendre le texte. Le mot « enivrement ». Alors oui, littéralement, ça veut dire ivresse, mais son sens ici est bien plus large. Il désigne un état de joie, de plaisir si intense qu'il en devient presque écrasant, un vertige d'essence. C'est plus que du bonheur, c'est un tourbillon. Ce mot seul suffit à peindre l'excès, la démesure de cette vie royale fantasmée. Regardons ça de plus près, c'est de la haute précision. Hugo utilise les figures de style comme des instruments. L'anaphore, cette répétition martelée de « à cette même ville, à cette même heure », elle nous enferme dans un temps et un lieu sans échappatoire. L'antithèse, aussi haut que tu es bas, elle déchire la réalité en deux et expose l'injustice. Et puis, l'hyperbole, en magnifiant la vie du roi, elle ne fait que creuser encore plus profond l'abîme de désespoir du narrateur. Chaque mot est une arme. Et bien sûr, tout ce travail d'orfèvre littéraire, ce n'est pas juste pour faire joli. Ce n'est pas un simple exercice de style, loin de là. Ça sert un objectif bien réel, un combat puissant que Victor Hugo mène avec chaque ligne.
En fait, ce chapitre fonctionne comme un réquisitoire implacable qu'on peut décomposer en 4 étapes très claires. D'abord, Hugo nous prend par la main et nous force à l'empathie. Ensuite, il nous montre l'injustice criante d'un pouvoir arbitraire. De là, il dénonce l'inhumanité du système judiciaire tout entier pour finalement nous amener à sa conclusion logique et inévitable, l'appel à l'abolition. Et là, on touche au point peut-être le plus subtil, le plus terrible de sa démonstration. Le narrateur n'accuse pas le roi d'être méchant. Au contraire, il l'imagine bon. Il se dit qu'il serait sûrement prêt à le gracier. Et c'est là que la critique de Hugo se déplace. Elle ne vise plus l'individu, mais l'institution. Ce n'est pas l'homme-roi qui est cruel, c'est le système lui-même. Une machine administrative impersonnelle et froide, qui broie les individus et rend la clémence impossible. Et on va conclure là-dessus, sur cette pensée, cette question provocatrice qui est la clé de voûte non seulement de ce chapitre, mais de toute l'œuvre. La vie d'un homme peut-elle, moralement, tenir en cette lettre, en un simple coup de plume ? C'est l'interrogation que Victor Hugo nous lance à travers les siècles. Et comme vous le voyez, sa résonance aujourd'hui encore est absolument intacte.